Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cheptel en danger. Le Maroc peut-il encore assurer une production animale durable face aux pressions climatiques et socio-économiques? Entre sécheresse persistante, flambée des prix des aliments pour bétail et hausse des coûts de production, l'élevage ovin et bovin est mal en point. En 9 ans, soit moins d'une décennie, le pays a perdu 38% de son cheptel national. Ce sont les chiffres officiels. Une situation alarmante qui menace directement l'approvisionnement en viande rouge et le pouvoir d'achat des ménages. Pourquoi cette crise? D'abord, il y a le manque de pâturage, causé par cette même sécheresse et aussi par la réduction des surfaces agricoles, ce qui a poussé les éleveurs tout simplement à réduire leur production. Du coup, à l'approche de Eid al-Adha, où la demande explose, la question qui se pose et s'impose, faut-il maintenir le sacrifice rituel malgré cette crise? Le gouvernement a tenté de stabiliser le marché en facilitant les importations et en exonérant certaines taxes, mais ces mesures restent limitées face à l'ampleur du problème. D'ailleurs, certains experts estiment qu'annuler le sacrifice cette année permettrait de préserver le cheptel et d'éviter une nouvelle flambée des prix. D'autres rappellent pour leur part que cette tradition représente un revenu crucial pour les éleveurs. De quelle taille? Nous allons y répondre dans cette émission. Autre question. Faut-il sacrifier la tradition pour sauver le secteur? Une décision difficile qui interroge sur l'avenir de l'élevage marocain. Mais la question de fond est celle-ci. Quelles alternatives pour garantir une production durable et abordable? Ce sera sans la réponse du ministère ou encore de la filière ou des responsables de la filière de la viande rouge. Nous les avons contactés, conviés afin de les impliquer d'abord et qu'ils participent aussi à ce débat, mais malheureusement, sans succès. Nous poserons donc nos questions à un expert. Il est agroéconomiste et ruraliste. Harbise Goudouni, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie parce que j'estime que c'est un devoir de participer dans toute action de nature à mieux informer et à sensibiliser davantage l'opinion publique sur la situation de notre secteur agricole. Alors, par rapport justement à la sensibilisation à la situation du secteur, eh bien, la tutelle, à travers le ministre de l'Agriculture, Ahmed El-Bouari, a fait cette déclaration fin de semaine dernière. Écoutons la déclaration du ministre et revenons à la discussion. كتعرفوا دونك هذه السنه السابعه اللي داخلين فيها ديال الجفاف. C'est la 7e année consécutive de sécheresse. Ce manque de pluie a entraîné une dégradation des pâturages, privant les animaux de nourriture et les éleveurs ont été contraints de recourir au fourrage. Aujourd'hui, nous constatons une baisse de 38% de notre cheptel par rapport à 2016, année du dernier recensement national du cheptel. Cette baisse a considérablement affecté la production de viande rouge. Et le nombre de bovins abattus est passé de 230 000 à 130 000, tout au plus 150 000, sans compter les importations. Harbise Goudouni, commentaire sur le diagnostic fait par Monsieur le ministre de l'Agriculture. Pourquoi cela a-t-il pris autant de temps et quels sont les principaux facteurs? Certains ont été évoqués par le ministre qui ont entraîné cette baisse, moins 38%. Absolument. En tous les cas, on s'y attendait, peut-être même à plus, en termes de diminution de l'effectif du cheptel. Je voudrais au préalable d'abord faire des commentaires. D'abord, dans votre introduction, vous avez évoquer le seul fait des viandes rouges, dont on n'arrive plus à répondre à la totalité de nos besoins. Mais il y a aussi le lait. Le lait aussi. On commence à être déficitaire en lait. Deuxième chose, le ministre, dans sa déclaration, annonce une chute de 38% par rapport à l'année de référence du recensement général de l'agriculture qui a été réalisée en 2016. Et il se contente à nous donner un pourcentage, moins 38%. Mais moins 38% par rapport à quel effectif? Pourquoi je pose cette question? Parce que presque 10 années après, le recensement général de l'agriculture 2016 n'est toujours pas publié. On aurait aimé que le ministre nous donne les effectifs en termes absolus.
Il a donné les 30. abattages. Il a parlé en termes Non, d'abattage. je parle moi de la taille de l'effectif du cheptel au Maroc aujourd'hui. Il dit que l'effectif a diminué de 38% comparativement à l'effectif qui avait été identifié lors du recensement général d'il y a 10 ans. Sauf qu'on ne connaît pas cet effectif. En tous les cas, les résultats du recensement ne sont toujours pas publiés. Donc on s'interroge encore sur c'est moins de 38%, ça veut dire qu'il y a encore 62%. Ça équivaut à combien d'animaux? Première chose. Deuxième chose, est-ce que c'est moins de 38% des ovins et des caprins seulement, les petits ruminants, ou ça intègre aussi les bovins? Les bovins. A priori, je serais tenté d'interpréter les moins de 38% par rapport aux petits ruminants, c'est-à-dire par rapport aux ovins et caprins, parce que la récente enquête qui a été confiée par le ministère à l'ANOC, l'Association nationale des éleveurs d'ovins et caprins, n'a porté en principe que sur les petits ruminants, c'est-à-dire les ovins et les caprins. Donc ça, c'est important de le souligner. On s'attend à ce que le ministère nous communique l'effectif du cheptel national par espèce, au moins pour les bovins, les ovins et les caprins. Donc il y a un manque de données, selon vous, l'Arbiz Gdouni, pour le chercheur aussi que vous avez été. Oui. On manque de données. Quel impact ce manque de données a-t-il réellement? Le manque de données, ça veut dire qu'il nous est très difficile d'interpréter ou d'analyser, j'allais dire, la situation dans laquelle nous trouvons. Mais il y a des statistiques, évidemment. Il y a toujours eu des statistiques agricoles. Moi-même, j'ai compilé ici l'évolution de l'effectif du cheptel national depuis pratiquement 1998, de manière à avoir une période de temps suffisamment longue, significative, pour comparer 10 années avant le plan Maroc vert et les 12 ou 13 années du plan Maroc vert. Et là, ça m'amène à faire une observation. Pour quelle raison le ministre se réfère à l'année de recensement général agricole d'il y a 10 ans? C'est le dernier, c'est ce qu'il dit. Mais il y a les statistiques qui sont produites annuellement. Mais il dit que c'est la dernière année où il y a eu un recensement du cheptel. Non. Il y a toujours, chaque année, le ministère de l'Agriculture publie, communique les données sur l'effectif du cheptel national par espèce. Et ce, depuis longtemps. Donc, et même, là, j'ai les tableaux, j'ai les données officielles qui sont puisées du ministère de l'Agriculture. Qu'est-ce que vous en déduisez, l'Arbiz Gdouni, sur la base des données que vous avez collectées? Alors, sur la base des données, par exemple, le ministère s'est référé à l'année de recensement général agricole, de 2016. Première question qu'on peut se poser, on aurait dû comparer la situation d'aujourd'hui par rapport à la situation à laquelle le plan Maroc vert avait permis d'atteindre. Par exemple, moi j'ai ici, en 2020, c'est-à-dire l'année d'achèvement du plan Maroc vert, on avait 28 millions de caprins et d'ovins. Si j'applique la baisse de 38%, non pas par rapport à l'effectif de 2015 ou 2016 de recensement, si je l'applique à la dernière année du plan Maroc vert selon les statistiques éditées, publiées, communiquées par le ministère de l'Agriculture et qui figurent régulièrement, chaque année, dans ce qu'on appelle le Maroc en chiffres qui est publié par le Haut Commissariat au plan. Si je me réfère à 2020, la chute serait de 45% et non pas de 38%. Pourquoi? Parce que l'effectif de 2020, c'est 28 millions, et l'effectif de petits ruminants, et l'effectif de recensement général qui a pris comme année de référence 2015, il a été réalisé en 2016, il était de à peine moins de 25 millions. Donc, même si je reste dans cette comparaison par rapport à 2015-2016, recensement général, cela signifie qu'aujourd'hui, pratiquement, à la lumière de cette déclaration des ministres, on a perdu 9,4 millions de têtes de petits ruminants, c'est-à-dire d'ovins et de caprins. Là aussi, l'autre commentaire, comment se fait-il qu'on attend si longtemps pour enfin déclarer qu'on a subi une chute aussi grave? Et pourtant, il y a un système de statistiques, il y a même une direction de la stratégie statistique au ministère de l'Agriculture
Il y a les services provinciaux, les DPA et les offices, qui sont dotés de structures chargées des statistiques. Comment se fait-il qu'on attend jusqu'à ce qu'il y ait dissémination de 40 à 50% de chefs pour réagir? Le donner dissémination, Ça veut dire, c'est quoi dissémination? C'est une perte de capital. C'est tout. On était à tant de millions, on n'est plus qu'à 15 millions aujourd'hui. Donc, quand même, c'est une décapitalisation énorme. Énorme. Et moi, je me souviens. C'est que la sécheresse? Parce que le ministre a évoqué 7 ans de sécheresse. Très souvent, on a tendance à avancer comme argument la sécheresse. D'abord, c'est mondial, c'est mondial. C'est-à-dire quand il pleut pas, il n'y a pas de pâturage pour les animaux, donc automatiquement, soit on vend ces animaux ou ils meurent de faim. Non, attendez. Je ne dis pas que la sécheresse n'a pas un effet significatif sur la décapitalisation du cheptel national et même sur les autres productions agricoles. C'est évident. D'autant plus, de mémoire, c'est la première preuve où on voit une sécheresse aussi dure et aussi longue et aussi généralisée. Même celle des années 80 à laquelle on se réfère souvent, elle n'a pas duré aussi longtemps. Oui. Et si vous voulez, la situation a beaucoup changé par rapport à la sécheresse des années 80 parce que les ressources sont épuisées, la démographie marocaine est plus grande, les besoins sont plus importants, etc. Donc, pourquoi je dis qu'il n'y a pas que la sécheresse? Et là, c'est une grande question. Il n'y a pas que la sécheresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut le rappeler autant de fois que nécessaire. On a vite oublié que le Maroc, sa vocation originale, c'est un pays pastoral. Et au mieux, c'est un pays agropastoral. On a déployé des politiques depuis des décennies. Je ne suis pas en train de dire que depuis les 5 dernières années. Des politiques à travers lesquelles on a forcé, passez-moi l'expression, le Maroc à devenir un pays agricole. Et même certains le qualifient de puissance agricole. Or, qu'est-ce qui s'est passé? C'est en fait la situation d'aujourd'hui. Passez-moi l'expression, c'est un boomerang. C'est-à-dire quelque chose qui nous rappelle des problématiques fondamentales qu'on n'hésite toujours pas, qu'on n'a pas cessé au fil des années, des décennies de reporter. C'est qu'on a cru depuis longtemps que l'agriculture, en tant qu'activité économique, suffisait à elle seule de prendre en charge la population rurale, qui ne cesse d'augmenter. Il diminue en part relative, mais il augmente en valeur absolue, en nombre de personnes. Or, le pays est au 4/5e aride et semi-aride et désertique, disposant de ressources limitées, il faut aussi le rappeler. Comparativement à d'autres pays similaires, notre superficie agricole utile est limitée. Nous avons un climat extrêmement contraignant, aléatoire. OK? Et donc, le fait de vouloir tout le temps entretenir une population rurale nombreuse sur des ressources limitées et, en plus de ça, qui subissent de plein fouet les changements climatiques qui s'inscrivent dans la durée, on finit par exercer, à travers cette démographie pesante, beaucoup plus de pression sur le peu de ressources. D'autant plus, vous l'avez évoqué, la dégradation de l'élevage ne date pas d'hier, ne date pas d'aujourd'hui, elle date de beaucoup plus longtemps. En fait, depuis des décennies, le système pastoral a commencé à subir des ruptures par l'appropriation privative des terrains de parcours. Donc la baisse, la réduction, c'est ce que j'appelais la réduction des surfaces de pâturage. Absolument. De l'extension des cultures qui ont été fortement impulsées par le plan Maroc vert. De plus, on a voulu réduire les superficies céréalières. On sait pertinemment que le système fondamental de l'agriculture marocaine, c'est l'interrelation céréaliculture-élevage. Donc, en fait, abstraction faite, ce qui est important des changements climatiques, ce sont les politiques publiques agricoles et l'absence d'une véritable politique de développement rural qui ont beaucoup généré. Et on a augmenté les effectifs. Moi, quand je compare les longues séries, par exemple, sous le plan Maroc vert, les augmentations sont considérables, autant des bovins, des ovins et des caprins. On a beaucoup augmenté nos effectifs, alors que les ressources
alimentaire pour ce cheptel ne cesse de s'amenuiser. Qu'est-ce qu'il y a? Le résultat, c'est qu'on a fini par mettre notre élevage dépendant des importations d'aliments de bétail. Du coup, les prix de la viande rouge flambent. Ce n'est pas un phénomène nouveau, mais il est assez inédit dans son ampleur cette année, l'Arbiz Gdoni. Là aussi, je ne vous cache pas que je reste quelque peu perplexe, intrigué sur le fait que durant cette série longue de sécheresses dures et violentes et généralisées, on assiste à une flambée des prix, aussi bien des animaux vivants sur pied dans les souks que la viande chez le boucher. Alors que notre référentiel habituel, nous en tant que chercheurs, analystes, je me souviens moi de la sécheresse des années 80 parce que je l'ai vécu, c'est le début de ma carrière et j'étais sur le terrain. À l'époque, et même les sécheresses antérieures aux années 80, qu'est-ce qui se passait? C'est avec la sécheresse, il y a une décapitalisation forte du cheptel de la part des éleveurs qui délestent une partie de leur cheptel. Qu'est-ce qui se passe au niveau du marché, de l'offre? Il y a une forte offre d'animaux vivant dans les souks. Et la demande, elle ne suit pas. Donc, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un effondrement des prix des animaux vivants et de la viande. Et de la viande qui descendait les années 80. Maintenant, le nombre d'animaux destinés à l'abattage a baissé. C'est ce qui affecte aussi l'offre sur le marché. Non, moi je trouve ça paradoxal. Comment se fait-il à un moment où il y a une forte sécheresse qui dure longtemps, ça explique quoi? Une des hypothèses, c'est que les effectifs ont beaucoup baissé par rapport à la demande qui n'a cessé d'augmenter avec à la fois l'augmentation démographique, mais aussi l'amélioration dans le long terme du niveau de vie et donc du pouvoir d'achat. Même si aujourd'hui, le pouvoir d'achat subit des donc, ce que vous dites, en fait, on n'a rien fait pour d'abord maintenir le cheptel à un niveau qui puisse répondre à la demande, mais en plus qu'on a continué à l'impacter. Bon, il y a des raisons qui ne dépendent d'aucune tutelle, c'est la pluie, mais aussi à cause des politiques publiques. Oui. Autre question qui est d'actualité, Eid al-Adha, un risque supplémentaire pour la reconstitution du cheptel marocain, l'Arbiz Gdoni. Avant de répondre à cette question. Elle est centrale. Hein? Oui, bien entendu, je ne vais pas l'esquiver, je vais répondre, je vais donner mon point de vue. On est là pour en débattre, évidemment. Je voudrais juste ajouter que les politiques publiques, par la mise en place d'un système de subvention d'aide à travers le FDA depuis 1986 notamment, a fini par entretenir des sureffectifs par rapport au potentiel de production de nos ressources fourragères. Et donc, à force de bonnes intentions, on ne peut pas taxer ceux qui l'ont fait de mauvaise voie, pas du tout. C'est qu'à force de subventionner, on a fait quasiment disparaître avec la régulation par la sécheresse, l'effondrement des prix, des effectifs. Parce qu'il y a la solution. La solution, c'est subventionner. C'est ce qui explique, ce sont ces politiques d'appui qui ont permis d'éviter aujourd'hui l'effondrement des prix des animaux et de la viande et qui contribuent dans cette, j'allais dire, maintien de cette flambée des prix. Pour revenir à l'Eid, d'abord, c'est une équation complexe, difficile. Certainement. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'angle sous lequel on l'analyse. Si je me réfère à la situation globale du pays, qui subit pour la 7e année une sécheresse, si je me réfère au niveau de la flambée des prix et du coût de la vie en général, et de la dégringolade, passez-moi l'expression, du pouvoir d'achat des consommateurs dans leur grande majorité. Je ne parle pas des classes aisées. Ça veut dire la grande majorité des foyers marocains. Avec cette flambée des prix des animaux, de la viande, avec cette faiblesse de l'offre nationale d'animaux pour le sacrifice, je me pose la question, est-ce que c'est louable, c'est justifié de maintenir le sacrifice? Parce qu'on risque, pourquoi? On risque, de mettre les foyers marocains, les moins lotis, dans une situation extrêmement délicate d'un point de vue psychologique et en termes de capacité d'accéder à l'achat des animaux pour le sacrifice.
Donc ça va être pénible socialement parlant et psychologiquement. Ça va être pénible pour les éleveurs aussi. J'y arrive. C'est pour ça que j'ai dit ça dépend. Consommateurs et éleveurs. Non, mais attendez. Il me reste 5 minutes. Donc, le fait de maintenir l'Aïd risque de mettre sérieusement en péril les capacités reproductives de notre cheptel national. Donc, une question d'intérêt général. Deux, maintenant, il y a certains qui disent l'Aïd, c'est une grande opportunité pour les éleveurs. C'est vrai, absolument vrai. Sauf que la récente expérience qu'on a vécue il y a 2 ans, même avec l'importation des moutons. Justement, on va importer beaucoup c'est une importation massive de cheptel. Oui. 218 000 bovins, 124 000 ovins, 704 tonnes de viande rouge. Ce sont les dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement, annoncés par le ministre fin de semaine dernière, pour stabiliser le marché de la viande rouge. Tout à fait. C'est pas suffisant. C'est pas à moi il suffit de regarder l'évolution des prix sur le marché de gros, de la viande bovine, ovine, maximum, minimum, le trend, notamment la viande ovine, il frôle les 150 dirhams à ce jour. Donc, ça prouve que les mesures prises n'ont pas été suffisantes pour, non pas faire baisser les prix, éviter qu'ils continuent à grimper. Et ça, de l'avis de certains membres du gouvernement. Mais du coup, ce n'est pas une solution viable à long terme, selon vous, l'importation, pour reconstituer le cheptel. J'ai une réserve sur terme reconstituée. C'est un autre débat. Est-ce que ça constitue, la reconstitution constitue-t-elle un risque pour les races locales? Oui, c'est évidemment, si on importe massivement. Oui. On n'arrivera pas à éviter. Non, mais je ne sais pas. Non, mais il y a des animaux qui sont importés pour l'abattage et qui se retrouvent chez des éleveurs. Oui. Et donc, il y a un croisement de nos races locales, nationales, avec ces races importées. Quel risque? C'est le croisement, ça veut dire on risque de perdre un patrimoine national génétique. On a des races qui sont bien identifiées, qui ont leurs caractéristiques, etc. Deuxième chose, c'est que l'importation, vous dites, le gouvernement va importer, mais il ne va pas importer 5 millions ou 6 millions d'ovins pour l'abattage de l'Aïd dans si peu de temps. Déjà, on n'arrive pas à importer les contingents prévus et annoncés par le gouvernement avec les soutiens. Vous imaginez qu'on va arriver d'ici le mois de l'Aïd Kbir à importer 5 millions, 4 millions d'animaux pour le sacrifice. C'est impossible. Donc il ne faut pas mentir aux gens, leur dire on va solutionner le problème d'ici demain, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 5 ans. C'est impossible. Pourquoi? Parce que le mal est profond. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, de mon point de vue, il y a d'autres personnes qui peuvent ne pas être d'accord avec moi, nous avons impérativement, pour la préservation des capacités productives agricoles de notre pays et de ses ressources naturelles, et dans la perspective de se doter de ce qu'on appelle une politique de souveraineté alimentaire, pas seulement de sécurité alimentaire. Nous avons besoin de décompresser le monde rural de la pression démographique qui s'exerce aujourd'hui. Comment? Des termes concrets. Concret, ça veut dire... le monde rural de la démographie actuelle. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Nous continuons à entretenir une dépendance quasi totale de 13 millions de ruraux du seul secteur agricole, qui est soumis à des changements climatiques fondamentaux. Pourquoi l'agriculture, quand ça ne marche pas, ça impacte tout le pays? Parce qu'on a entretenu une démographie nombreuse dépendante du secteur agricole. On a besoin de créer, au bénéfice d'une bonne partie de cette population rurale, des alternatives économiques à l'agriculture. Et moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ceux qui sortent toujours le spectre de l'exode rural. Si les gens avaient des opportunités qui leur permettraient de vivre décemment, pourquoi ils s'arracheraient de leur territoire et de leur terroir pour aller essayer de survivre en ville? Et donc, on a besoin de ça. On doit remodeler notre modèle agricole. Merci beaucoup. Oui. Malheureusement, le temps de l'émission s'est terminé. Je voudrais juste, parce que vous avez parlé de cette classe moyenne rurale, je voudrais juste faire référence à ce message de Sa Majesté le Roi Mohammed VI
lors de l'ouverture de l'année législative 2018, où il a invité à encourager la classe moyenne, notamment dans le monde rural. Je cite Sa Majesté, « Notre finalité est de favoriser l'émergence d'une classe moyenne agricole, d'en consolider l'ossature pour qu'en définitive, elle puisse exercer sa double vocation de facteur d'équilibre et de levier de développement socio-économique à l'image de la classe moyenne urbaine et du rôle clé qui lui est dévolu ». Fin de la citation de Sa Majesté. Aujourd'hui, qu'en est-il? C'est un autre débat. J'espère la prochaine fois, la tutelle sera représentée. Est-ce que je peux juste ajouter un commentaire sur ce discours de Sa Majesté? Parce que suite à ça, j'ai coordonné un travail pour l'Institut royal des études stratégiques sur les classes moyennes rurales. Et qu'est-ce qu'on a dégagé comme résultat qui se vérifie dans d'autres pays? C'est qu'au Maroc, comme ailleurs, la classe moyenne est composée pour l'essentiel de foyers ruraux qui ne vivent pas de l'agriculture. Donc l'agriculture à elle seule n'est pas un ascenseur de promotion sociale. Merci Larbis Gdouni. Je rappelle que vous êtes agroéconomiste. C'est toujours très enrichissant d'échanger avec vous. Merci Selabi. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cet épisode de Questions d'actu. Très bonne soirée.